Sébastien Larreau. Agassi. Agassi. Steffi Graf. Nicolas Tiff. André Agassi. Sébastien Larreau et Alex O'Brien. Check one. Right to the sun. Right to the sun. Bien, bonjour, mesdames, messieurs. L'année 1999 tire presque déjà à sa fin. Il y a eu de beaux moments au tennis. Il y a eu de belles histoires qui se sont racontées, plein d'aventures, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et finalement, plus souvent qu'autrement, ça a été les meilleurs qui ont eu le dessus. Hélène, quels ont été tes grands moments? Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Il y a 3 noms que je retiens de cette année 1999. Tout d'abord, bien sûr, André Agassi, Steffi Graf et Sébastien Larreau. Ces 3-là nous ont fait vivre des émotions, des moments hauts en couleur et aussi, dans une certaine mesure, un peu de déception. Le fait de voir cette grande dame, Steffi Graf, qui a tellement souffert à Roland-Garros, ne savait même pas si elle allait se présenter et jouer tellement elle avait des problèmes au dos, qui va jusqu'au bout, qui fait la leçon à Martina Hingis en finale. Ça a été un des moments forts de l'année et de savoir qu'elle ne participera pas au US Open, ça a été une immense déception puisqu'elle a pris sa retraite. André Agassi, parce qu'il y a 2 ans, il était 141e au monde. Le voilà numéro 1. Il a terminé l'année en force. C'est tout à fait exceptionnel de voir André Agassi au sommet de son art. Il a remporté 2 tournois du Grand Chelem, a fait également la finale à Wimbledon. Donc, c'est vrai que Dédé de Las Vegas nous a vraiment épatés. Et Sébastien Larreau nous a fait vivre des moments hauts en couleur. C'était excitant de le voir s'escrimer avec autant d'adresse ici au parc Jarry. Des victoires sur Gimelstob, Krajcek 6e au monde. Et également, il s'est incliné devant Thomas Johansson, mais il a eu de belles chances de remporter ce match-là. Johansson, comme vous le savez, est allé jusqu'au bout. Alors, ça a été les 3 noms qui sont ressortis du groupe pour moi cette année. Et puis, allons-y tout de suite du côté de l'Australie. Début d'année 1999, l'Open d'Australie. Alors, à Melbourne, on allait retrouver en finale la Française Amélie Mauresmo. Une surprise contre la 2e tête de série, Martina Hingis. Il y a eu quelques histoires qui se sont passées avant ce match-là. Bien sûr, comme c'est toujours le cas en tournoi du Grand Chelem, la Canadienne Yvonne Maureen Drake, issue des qualifications, a battu au premier tour Yoshida, puis McQuillan, Plisk. Elle s'est inclinée devant Lindsay Davenport, 6-1-6-3 en ronde des 16. Mais c'est vrai que Amélie Mauresmo a fait parler d'elle de bien des façons. Elle est venue bien proche de perdre au premier tour devant Morario, a eu balle de match contre elle. Au 2e tour, elle a battu Schneider, 8e tête de série, puis Pratt, Lois, Van Rost, et quel match elle a joué en demi-finale pour battre Lindsay Davenport. Mais elle s'est présentée en finale un peu émotivement éméchée, si je peux me permettre cette expression, parce que Hingis a dit en conférence de presse qu'elle était un demi-homme. Lindsay Davenport, auparavant, avait dit qu'elle avait des épaules comme un chauffeur de camion, et finalement, elle n'était pas au meilleur de sa forme en finale. Amélie Mauresmo, et on connaît jusqu'à quel point Martina Hingis, lorsqu'elle est bien concentrée, lorsqu'elle ne veut pas perdre un match, jusqu'à quel point elle peut être efficace. C'est ce qui s'est passé. Donc, Martina Hingis qui va chercher ce premier titre du Grand Chelem en Australie. Et puis du côté des hommes, regardons Yevgeny Kafelnikov contre Thomas Enqvist. Mais Hélène, si du côté des dames, la Canadienne Maureen Drake avait bien fait, Daniel Nestor, notre Canadien aussi, a bien fait. Oui, c'est exact. Il a battu au premier tour Volchkov, au 2e tour Shalkin. S'est incliné au 3e tour devant Haas en 4-7 serrés. Il faut aussi parler, Yvan, de la défaite d'André Agassi en ronde des 16 devant Vincent Spadilla en 4-7. Lapenti qui est allé jusqu'en demi-finale. Enqvist, quel tournoi il a connu. Il a battu Rafter, Philippoussis, Rosset, Lapenti, mais Kafelnikov. Ça a bien commencé pour lui, ce tournoi. D'entrée, il avait défait Bjorkman. Par la suite, il avait fait la leçon à Stoltenberg, Courier, Pavel, Martin, Haas et puis Enqvist. Voilà qu'il va chercher le grand Kafelnikov, une 2e finale en tournoi du Grand Chelem. Alors, chez les dames à Melbourne, eh bien, Martina Hingis.
Et chez les hommes, Yevgeny Kafelnikov. Paris. Et entre-temps, eh bien, on avait laissé Martina Hingis en Australie. Eh bien, elle a eu la chance de redevenir numéro 1 au monde, la Martina Hingis. Elle était donc première tête de série à Roland-Garros. En finale, on la retrouve contre Steffi Graf, 6e tête de série. Mais auparavant, Yvan, il y avait eu de belles histoires. Reprise de la finale en Australie dès le deuxième tour. Mauresmo-Hingis, mais il n'y a pas vraiment eu de match. Martina Hingis qui l'avait emporté 6-3, 6-3. Par la suite, Barbara Schwartz qui avait battu Venus Williams en 3-7. Serena qui avait perdu 6-0 au troisième set devant Mary Jo Fernandez. Sanchez Vicario, un nouveau souffle, la championne de 98, et s'est fait cependant couper les ailes devant Hingis en demi-finale. Mais Graf était en voiture, en quart de finale devant Davenport. Quel match elle a joué! Une victoire de 6-1, 6-7, 6-4. Il y avait des échanges incroyables. En demi-finale, 3-7 devant Selesh. Et en finale, Hingis qui avait le match en main, souvenez-vous, et elle avait traversé de côté pour voir une balle qu'elle croyait qui était sur la ligne. Elle s'est mis la foule à dos. Par la suite, il s'est passé toutes sortes de choses. Le match qui a changé de côté. Martina Hingis qui a eu besoin d'aller au vestiaire pour essayer de changer le rythme. Elle a changé ses vêtements, mais ça, c'était le prétexte. Par la suite, elle s'est tellement mis la foule à dos. Ça, c'était une nouvelle étape dans sa carrière. Les émotions qu'elle a vécues dans ce match-là. Elle a même servi à la cuillère. Et là, la foule de Paris a commencé à la huer. Steffi Graf qui n'en revenait pas de voir Martina Hingis y aller de ce genre de stratégie. C'était quand même très, très osé. Et voilà Steffi Graf contre toute attente qui va chercher le titre à Roland-Garros. Il y en a eu des émotions et c'est un match que Martina Hingis n'oubliera jamais. Elle a beaucoup appris de ce match-là, vécu de grandes émotions aussi. On se souviendra que si Steffi a vécu probablement un de ses plus grands moments en carrière, Hingis avait quitté le terrain. Maman s'est assurée que Hingis revienne pour la cérémonie. On a vu une Martina Hingis en pleurs, qui s'est cependant bien remise, hein, juste avant de parler aux gens, d'y aller d'un petit brin de jasette, quelques petits mots en français même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions pour Martina Hingis à Paris. Du côté des hommes, là, on retrouve André Agassi. C'est la demi-finale contre Dominique Herbati. Herbati lui avait sorti Kafelnikov, qui était première tête de série. Ça avait été compliqué pour Agassi dès le départ face à Squilari, un joueur qui joue très bien sur terre battue. Les faits, André Agassi, souvenez-vous, 5-7 devant Clément. C'était pour lui, Clément, là, le Français, un deuxième match de suite en 5-7. Finalement, Agassi avait gagné 6-0 à la dernière manche. Et contre Moya, Agassi tirait derrière 4-6, 1-4. Il avait renversé la vapeur. Et en demi-finale, heureusement qu'il y avait eu de la pluie. Ça avait été un match qui s'était joué en 2 jours. Finalement, Agassi l'avait emporté. C'est sûr que dans le bas du tableau, il y avait eu Kuerten et Yvan qui avait connu un printemps tout à fait exceptionnel. Il avait gagné 2 Super 9. Il avait perdu en quart de finale devant ce monsieur que vous venez de voir, Andrei Medvedev, qui avait aussi sorti Pete Sampras. Et ça lui avait donné des ailes. On a beau dire que Sampras n'est pas un joueur de terre battue, mais lorsqu'on bat le meilleur du moment, c'est quand même un haut fait d'armes. Ça lui avait donné confiance. Il y avait aussi Melangini qui avait fait parler de lui. Il a connu son moment de gloire à Roland-Garros cette année. Il avait perdu devant Medvedev en demi-finale. Melangini qui avait battu Rafter, Mantia et Correia, ça ce n'est pas rien. Et en finale, on se souviendra qu'André Agassi tirait de l'arrière 2-7 à 0. Il avait réussi à renverser la vapeur de belle façon. Et c'était le nouveau André Agassi, celui qui a décidé de se battre en toutes circonstances. Et là, le moment est mémorable parce que Agassi vient de gagner sur terre battue à Paris un autre grand chelem, mais il les a gagnés sur toutes les surfaces. Et bizarrement, on croyait vraiment que ce serait le tournoi du Grand Chelem qui gagnera en premier. Mais avant, il avait gagné en Australie, aux États-Unis et à Wimbledon. Alors voilà Dédé qui a fait le tour du carré. Un grand respire et on soulève le trophée des mousquetaires. Wimbledon maintenant, même pas un mois plus tard, de la terre battue, on s'en va sur gazon. Oui, 2 semaines plus tard, Yvan. Et au premier tour, Martina Hingis
contre Jelena Dokic, une petite fille avec qui elle s'entraînait une fois de temps en temps. Là, je ne sais pas si la famille Dokic va être invitée à la maison Hingis. Dokic lui a fait vraiment la leçon, une victoire de 6-2, 6-0. Et par la suite, Martina a fait le point, elle est revenue en force. De nouveaux noms nous ont vraiment épatés à Wimbledon, alors que l'on voit la victoire de Dokic. Il ne faut pas oublier que des noms comme Klichter, Alexandra Stevenson et le retour de Lucic en demi-finale contre Graf, ça a été vraiment les filles qui ont fait parler d'elle. C'est sûr qu'Alexandra Stevenson, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. Elle est issue des qualifications. Elle a battu Frazier au premier tour, Barabanchikova, Ala, Raymond, Dokic. Elle s'est inclinée cependant devant Lindsay Davenport en demi-finale 6-1. 6-1. On avait appris également durant ce tournoi que c'était la fille de Julius Erving, Dr. J, des 76ers de Philadelphie. En finale, Graf contre Davenport. C'est sûr que pour Lindsay Davenport, c'était le tournoi idéal, Yvan, parce que le seul gros nom avant la finale, c'était Novotná en quart de finale, mais on se souviendra que Novotná était blessée à la cheville. Pour ce qui est de Graf, elle avait eu 3 gros sets en quart devant Venus Williams, 3 gros sets également devant Lucic, donc elle n'est pas arrivée au sommet de sa forme en finale contre Lindsay Davenport. Et si Conchita Martinez a gagné sur le gazon, Lindsay Davenport est très certainement également capable de faire de très, très belles choses. Et c'était exactement ce qui s'est passé. Lindsay Davenport qui s'est faufilée jusqu'à la finale et qui a connu un tournoi de rêve. Un moment de gloire pour l'Américaine sur gazon après avoir gagné l'US Open en 98. Oh, comme Steffi est venue bien près d'y aller d'une deuxième victoire en Grand Chelem en 99. Du côté des hommes, eh bien, Pete Sampras a retrouvé son jardin et il joue au deuxième tour contre Sébastien Larreau. Oui, Sampras, c'est sûr qu'il a emporté 6-4, 6-2, 6-3, mais Sébastien a souvent, durant l'année, parlé de ce match-là comme celui qui a relancé quelque peu sa carrière en simple, qui lui a redonné confiance. C'est sûr que Nestor, on peut parler de lui aussi parce qu'il a perdu en ronde des 16 devant ce même Sampras, même pointage. Et le seul qui pouvait vraiment sortir Pete Sampras dans ce tournoi-là, c'était Mark Philippoussis. On se souviendra que Philippoussis était blessé à un genou, mais menait 6-4, 1-2 sur Pete Sampras. Et il n'y a plus personne qui a été en mesure de toucher à Pete Sampras par la suite, tellement il était impeccable. En ronde des 16, ce fut le bye-bye de Boris Becker. Souvenez-vous cette année que Becker tirait de l'arrière devant Miles McClagan, qui est un Anglais qui n'a jamais aussi bien joué au tennis de sa vie. Finalement, Becker l'a emporté en 5-7. Par la suite, il a fait la leçon à 2 genoux, Nicolas Kiefer, Leighton Hewitt. Mais là, c'est bel et bien terminé pour Boris Becker. Si c'est maintenant le jardin de Pete Sampras, on peut dire que M. Becker a vraiment connu ses meilleurs moments alors qu'il a remporté ce titre alors qu'il était âgé de 17 ans. En finale, André Agassi, qui d'autre, contre Pete Sampras. Agassi était solide comme le roc tout au long de cette quinzaine à Wimbledon, mais quand même, il avait un très, très beau parcours, un très beau tableau, Yvan. Lorsque tu joues contre Kuerten en quart de finale à Wimbledon et que c'est la première tête de série contre qui tu joues, c'est sûr que c'est un extraordinaire tableau. Il a battu Patrick Raffia en demi-finale, mais Sampras était tout seul en ronde ultime, en état de grâce. Un match tout à fait parfait, une quinzaine impeccable également pour Pete Sampras. C'est comme si tout était tombé en place pour lui. Alors, quelle belle façon pour les Américains de fêter le 4 juillet. Davenport et Sampras, champions à Wimbledon. Du Maurier, il fait beau, il fait chaud. Les grandes stars sont en ville et pas pour un régime minceur. André Agassi qui s'est présenté à Montréal en pleine forme. Pas Patrick Rafter, malheureusement, des problèmes à l'épaule. Sébastien Larreau contre Justin Gimelstob. Même si Gimelstob était classé
quelques rangs devant Sébastien Larreau. Sébastien a joué un match tout en contrôle. C'était extraordinaire de le voir aller parce qu'on sentait que la confiance y était. Le service était au rendez-vous, ses retours, comme à l'habitude, étaient fort précis, bien frappés, lourds. Et Sébastien qui a su prendre contrôle du filet. Et sur ce genre de surface qui était quand même cette année, Yvan, très, très rapide à Montréal, c'était évidemment à Sébastien de démontrer qu'il est un joueur d'attaque, un joueur qui aime beaucoup ce genre de surface. Alors, il a fait la leçon en 2-7 à Justin Gimelstob. Ian Lefebvre, bien sûr, très, très content. Et puis, un autre Canadien, Simon Larose, nous a pas seulement montré qu'il était haut en couleur, mais qu'il savait très bien jouer au tennis. Beaucoup, beaucoup de talent, Simon Larose, mais il avait un gros mandat. Un gros contrat devant lui, c'était contre Thomas Johansson. Thomas Johansson qui est reconnu comme un joueur qui ne donne pas beaucoup de points. Donc ça a été assez difficile parce que non seulement Simon se devait d'être très précis, mais il devait créer des choses en attaque. Alors Johansson l'emporte en 2 manches. Milieu de semaine, milieu de tournoi, Sébastien revient au 2e tour contre Krajicek, tête de série. 6e mondial. Sébastien a été extraordinaire. Belle touche au filet, tout en confiance. C'est sûr qu'on savait que Sébastien était capable de battre les 10 meilleurs au monde, avait déjà battu Correccia à l'intérieur, avait une meilleure sur Stich également en fin d'année, mais de bien performer comme ça devant ses partisans. Il y avait une foule qui était là, qui attendait juste là pour applaudir son héros et il y a eu un petit peu de pluie, le match a été arrêté, mais Sébastien est revenu de belle façon et a servi finalement sur le thé. Il a eu son service gagnant. Voilà la victoire. Papa et maman sont tellement heureux. Sébastien Larreau qui profite du fait que la foule voulait lui donner un gros plein d'énergie pour aller chercher la victoire la plus importante. On voit Sylvie, sa copine, Louis Caillé, Ian Lefebvre, tout le monde était tellement heureux. Beaucoup de travail qui enfin a porté fruit. Et au 3e tour contre Thomas Johansson. Sébastien a eu plusieurs chances, Yvan, de remporter ce match-là. C'est vrai qu'il est allé chercher une manche, mais menait également au premier set. C'est un match qui aurait pu faire de grandes différences dans la carrière de Sébastien. Il est venu bien près de l'emporter, mais finalement, peut-être qu'on le voit sur ce genre d'échange que ses frappes étaient peut-être un peu courtes en coup droit. Sébastien ne se sentait pas tout à fait à l'aise, mais chose certaine, lorsqu'on regarde par la suite ce qu'a fait Johansson, on se dit, Sébastien est très certainement capable lui aussi de se faire une place parmi les 50e ou même peut-être les 25e au monde. Ça, c'était le point qui lui permettait de se rendre au 3e set. Papa inquiet. Il sait qu'il reste un autre gros set à disputer, mais pour Johansson aussi, ce fut un match qui fut comme un tournant, parce que jouer contre le favori, le héros local, c'est loin d'être facile. Il a été très cool, ce Johansson. D'ailleurs, c'est sa marque de commerce. Un bonhomme qui ne donne pas beaucoup de points. Et finalement, c'est lui qui a su savourer cette victoire. Un beau passing le long de la ligne. C'est pas le genre de joueur, Yvan, contre qui on peut monter n'importe comment, parce qu'il est là, bien prêt. Et voilà le service gagnant. Malheureusement, après ce tournoi-là, regardez jusqu'à quel point il est content que le match soit terminé. Il s'est blessé et n'a pas été en mesure de vraiment bien compétitionner le reste de l'été. Et fait assez surprenant, Kafelnikov a écrasé André Agassi en demi-finale. André Agassi qui, dès le départ du match, sentait que Kafelnikov était en état de grâce. Et ça a été sans doute la surprise du tournoi, selon moi. Parce que c'est quand même assez bizarre qu'Agassi décide d'abandonner aussitôt dans un match. En finale, Kafelnikov remporte le premier set, mais par la suite, Johansson s'est fort bien ajusté. On a vu jusqu'à quel point ses frappes sont profondes, sont lourdes également. Et il vient de briser. Kafelnikov complètement décontenancé. C'est un match qui n'aurait jamais dû échapper. Et ça s'est terminé de façon extrêmement bizarre. Kafelnikov croit que le service a touché le haut du filet. Non. Et ça se termine de cette façon. Un petit peu plate. Mais quand même, Johansson, quel tournoi. Il remporte un premier
Super 9 en Il carrière. l'a brisé 3 fois de suite. Exceptionnel match de Thomas Johansson. La victoire de Thomas Johansson contre Yevgeny Kafelnikov. 6-1. Sa première Sans doute ses plus grands, finale d'un plus Super beaux 9, moments et il la en gagne carrière. de brillante façon. Et l'Omnium du Maurier se transporte du côté des dames à Toronto. Avec les Monica Seles et les Martina Hingis, ce sont elles qu'on retrouve en finale. On avait aussi eu le temps de parler de Serena Williams, Hélène, mais mystérieuse blessure à l'épaule, quelques minutes même avant son premier match, elle déclare forfait. Oui, ce fut sans doute la grande déception parce que les sœurs Williams sont des filles qui sont tellement exceptionnelles à voir jouer. Elles font des choses tout à fait extraordinaires sur le terrain, sont tellement fortes physiquement. Donc, on avait bien hâte d'accueillir Serena Williams à Toronto, mais malheureusement, espérons qu'elle viendra à Montréal cette année. Quoi qu'il en soit, ce qui était exceptionnel, c'est de voir jusqu'à quel point Martina Hingis s'est bien battue. Elle avait un mandat, c'était de stopper la série victorieuse de Monica Seles au Canada. Rappelez-vous, lorsque Monica était revenue de sa fameuse blessure, de ce coup de couteau au dos. Son premier tournoi, c'était le tournoi de Toronto en 1995. Elle était allée jusqu'au bout, avait remporté l'épreuve et par la suite avait fait la finale au US Open. Elle était revenue au Canada pour gagner en 96, en 97 et en 98. Donc c'est Martina Hingis, première mondiale, qui a remis les pendules à l'heure. Elle a dit, écoute, fallait absolument que je te batte. Ça fait 4 titres de suite pour toi au Canada. Et c'était de nouvelle Martina Hingis que l'on voyait, on se souvient, ses vacances à Chypre. Et puis là, elle était motivée, elle était allumée et elle avait déjà en tête le US Open de Martina Hingis. Voilà sa mère, Mme Molitor. Retour de maman, coach, évidemment. Les gagnants des Super 9 cette année, les voici. À noter que Kirten avait gagné et Monte Carlo et Rome. Voilà pourquoi on croyait vraiment qu'il s'imposerait à Roland Garros. Right to the sun. Right to the sun. En 1999, la grande dame Steffi tire sa révérence. Une longue carrière s'achève. Steffi qui déjà à 13 ans foulait tous les plus beaux terrains du monde. Une jeune dame avec un coup droit tout à fait impressionnant, mais qui a vécu tellement d'émotions au fil des années. Et ça, c'était un petit résumé sur sa carrière au Madison Square Garden cette année au mois de novembre, alors que Steffi disait au revoir à son public new-yorkais. Les 16 meilleures joueuses mondiales sont sur place. On lui a fait une belle fête. Et on a décidé, chacune des joueuses, de lui donner une raquette. Et ça, c'est assez spécial, comme si elle avait besoin de raquette, Steffi. Sans doute qu'elle va lui donner une œuvre de charité. Et voilà les titres qu'elle a remportés au Madison Square Garden, au Chase Championship, le dernier tournoi de l'année, le tournoi des maîtres, si vous voulez. On va te manquer, Steffi. Mais Steffi a dit, vous allez me manquer aussi. Maman. Et on se souviendra de ce qui s'était passé également. Le père en prison pour avoir fait des faux rapports d'impôts. C'est également passé un petit peu plus tôt dans la carrière de Steffi, toutes sortes de choses avec une fameuse femme qui aurait eu un enfant de son père. Mais en tout cas, concentrons-nous sur ce qu'elle a fait sur le terrain. 107 titres en carrière, 22 du Grand Chelem. Et en 88, elle a aussi gagné la médaille d'or à Séoul. Cette année-là, elle avait gagné tous les tournois du Grand Chelem. Mais elle peut se consoler, Steffi. Parce que maintenant, elle regarde André Agassi. Et ils ont régalé les gens à Stuttgart cette année alors qu'ils ont frappé des balles ensemble. Et jamais on n'aurait cru que Agassi et Steffi Graf sortiraient ensemble. New York. Flushing Meadow. Troisième tour.
Kim Clijsters, la Belge, contre Serena Williams. Avant ce tournoi, on savait déjà que Hingis était revenue elle-même. Elle avait fait de belles choses à Toronto. Venus était plus ou moins prête. Que Serena s'était blessée à Toronto, mais elle a été quand même impressionnante en Californie. Mais elle avait retrouvé une jeune dame du nom de Kim Clijsters qui menait 4-1 au troisième set. Finalement, Serena l'avait emporté et puis on avait retrouvé Hingis et Venus en demi-finale. Et c'est sûr que ça avait été un match extraordinairement épuisant pour Martina Hingis qui, jusque-là, Yvan, avait eu des matchs très, très faciles. Et il faut croire que Venus Williams a tellement fait courir Martina Hingis qu'elle s'est retrouvée en finale avec plus ou moins les capacités pour bien se battre. C'est comme si la grande sœur Venus avait commencé le travail et puis que le lendemain, eh bien, Serena avait complété. Un match haut en couleur, excepté que Venus Williams n'était pas au sommet de sa forme. Elle avait des problèmes à la cuisse gauche, était incapable de bien servir. Et lorsque Venus n'est pas en mesure de bien servir, d'ouvrir la machine et d'aller chercher quelques points gratuits en première balle de service, ça devient plus compliqué pour elle. On se souviendra qu'il y avait eu de la pluie, que tous les matchs avaient été placés ensemble, même la finale de Sébastien Larreau en double. En 3 manches, Martina Hingis qui se sauve avec la victoire. Son match contre Pierce l'avait vraiment diminué. Et en finale, faut croire que, en demi-finale, pardon, il faut croire que Serena était la plus en forme du groupe. Parce qu'on a parlé un petit peu plus tôt de sa victoire en 3-7 devant Kim Clijsters. Et là, elle a dépensé énormément d'énergie mentale et physique. 3-7 contre Conchita Martinez. 3 manches également devant Monica Seles. Et puis 3-7 contre Lindsay Davenport. Alors, simultanément, on a commencé ce match sur le central. L'autre chez Louis Armstrong. Un as, un autre pour Serena. Et il nous a semblé que Lindsay Davenport, Yvan, était comme prise. Elle n'était pas libre de vraiment bien s'exprimer. C'est comme si elle sentait toute la pression du monde sur ses épaules. Et pour elle, c'est une situation qui est assez spéciale de devoir défendre un titre. Parce que c'était la championne, bien sûr, de l'année dernière. Elle n'avait pas connu un mois en Californie aussi incroyable que l'année précédente. Donc, elle s'est présentée à Flushing Meadows pas avec la même confiance. Et quelque part, ça a paru. Regardez comment le dernier point s'est joué. Davenport qui rate complètement son retour de service. Et papa qui dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit que mes filles sont les meilleures. On n'aura pas Venus en finale, mais très certainement Serena. Et d'ailleurs, papa Williams avait dit auparavant également que sa fille Serena était la plus prête, celle qui avait le plus faim, qui s'était le mieux préparée. En finale, donc, contre Hingis, qui n'était pas au sommet de sa forme. Fatigué, pas à l'aise, débordé. Et c'est là qu'on a vu jusqu'à quel point que Serena Williams est une athlète tout à fait exceptionnelle. Elle nous a paru supérieure à toutes les joueuses par une tête depuis sa victoire contre Clijsters. Ça a été l'élément déclencheur finalement. Martina Hingis qui a joué du tennis de rattrapage tout au long de ce match. Serena Williams qui a su bien varier le jeu, a amené Hingis avec un amorti pour par la suite lui faire l'affront d'un lobe brossé. Grosse deuxième balle sur la ligne. Régulière en fond de terrain. Crée des choses avec son revers. Quand même assez prudente. Et là, on sent que la fin approche. Et qu'elle y croit surtout. championne du US Open. Et
On se demandait si elle n'allait pas avoir une crise du cœur. Elle était tellement émue, elle était tellement contente. C'est comme si elle ne savait pas comment réagir. C'est comme si dans sa tête, elle ne s'était pas fait de scénario. Qu'est-ce qu'elle allait faire si jamais elle gagnait? C'était un grand, grand moment pour elle. Et j'ai hâte de voir combien de tournois du Grand Chelem Serena Williams va remporter. Pete Sampras était première tête de série, mais il a dû déclarer forfait et c'était grave. Blessure au dos. Et c'est un Pete Sampras tellement déçu que l'on a vu en conférence de presse. Il faut dire qu'il avait gagné le tournoi de Queens, avait gagné le tournoi de Wimbledon, Cincinnati et la Californie. Donc, c'était normal que Pete Sampras croit qu'il ait de très bonnes chances de mettre la main sur un autre titre du Grand Chelem. Tous les espoirs étaient maintenant du côté de Patrick Rafter. Absolument. Le champion à titre des 2 dernières années. Ça a été en 5-7 devant Cédric Pioline, mais dès la première partie, alors que Patrick Rafter a perdu son service, il a vraiment réalisé que son épaule le faisait trop souffrir. Il était plus capable de bien servir et compte tenu du fait que son jeu à lui, c'est de servir et de monter, ça ne lui donnait plus rien de continuer ce match-là. Il a voulu dire à Cédric Pioline, écoute, c'est pas parce que je ne veux pas perdre devant toi, que j'ai honte de perdre devant toi, mais c'est vraiment parce que j'ai très, très mal à l'épaule. Et par la suite, on a su que Rafter s'est fait opérer. Alors, il fallait se tourner du côté d'André Agassi. Qui d'autre? Et nous voici en demi-finale contre Kafelnikov, qui l'avait battu à Montréal. On se souviendra que dans cette portion de tableau, il y a également un jeune Français du nom de Nicolas Escudé qui avait sorti Rios, qui était issu des qualifications. Il avait battu Gustafsson et Moya avant de perdre contre Agassi. Donc, Agassi avait du millage dans le corps, mais ça a été quand même un super beau tableau pour lui. Tandis que M. Kafelnikov, lui, avait dû se battre extraordinairement fort contre Krajcek, qu'il a battu en 5-7. Il y a 3 de ces 7-là qui étaient allés à la limite du 7-6. Donc, c'est sûr qu'Agassi voulait prendre sa revanche de Montréal, mais c'était pas le même homme, beaucoup plus confiant, tandis que Kafelnikov était peut-être un petit peu fatigué. Mais Agassi, fidèle à ses habitudes, a tellement bien fait bouger Kafelnikov, a pris le contrôle du jeu, frappait en avançant, et on a pu réaliser jusqu'à quel point cette victoire-là, c'était vraiment quelque chose d'important pour lui. L'autre demi-finale, Todd Martin, un homme plein d'histoire contre Cédric Pioline. Il faut se souvenir également que le match du tournoi, ça avait été dans cette portion du tableau en ronde des 16, alors que Todd Martin tirait de l'arrière 5-7, 0-6, 4-1 devant Greg Rusedski. Le grand Todd avait renversé la vapeur pour remporter le troisième set 7-6 et par la suite le 4e et 5e set 6-4 et 6-4. Alors, Todd Martin qui a également fait la leçon à Cédric Pioline, et ça, c'était très décevant. Parce que 6-4, 6-1, 6-2, regardez-moi ce pointage. On croyait que Pioline, ce serait peut-être son année pour aller très, très loin au tournoi du Grand Chelem. Et là, en finale, bien Todd Martin et André Agassi, on croyait que Martin n'avait plus rien dans les jambes, plus rien, plus d'essence. Ça a été un match où Todd Martin s'est extraordinairement bien battu. Nous sommes allés à la limite des 5-7 et Todd Martin est venu bien, bien près de briser cette belle confiance d'André Agassi. Parce que jamais dans ce match, on aurait cru que Todd Martin aurait été capable de pousser Agassi au 5e set. Et c'était sûr que pour Todd Martin, Yvan, il ne pouvait pas se permettre de monter au filet de n'importe quelle façon contre Agassi, qui, plus souvent qu'autrement, gardait la balle tellement profonde. Alors, il n'y a rien qu'on peut faire contre ce genre de coup. Finalement, André Agassi remporte un 2e tournoi du Grand Chelem. Et puis une autre grande dame s'incline. D'abord une blessure à Roland-Garros.
Blessure assez grave à la cheville. I've been thinking about it for a very long time, and it's really difficult to point out one thing. Why am I retiring, or why I won't be playing anymore next year? But I just feel that the time for it is right. Novotná nous dit au revoir après 24 titres en simple, 75 en double, et on se souviendra d'elle comme la championne de Wimbledon. Serena Williams, championne 99 au US Open, et André Agassi. Ça a été une année extraordinaire. Ça a commencé difficilement en janvier-février avec une blessure au genou. Puis par la suite, le printemps a été un petit peu un déclencheur, je pense, avec Wimbledon, où est-ce que j'ai eu ma performance avec Pete Sampras, qui m'a donné beaucoup de confiance. Et puis ça a vraiment enchaîné tout au long de l'été avec le tournoi à Montréal, qui reste le fait marquant dans mon année. Par la suite, la victoire au US Open a été très satisfaisante, a donné beaucoup de confiance, et de finir l'année en beauté avec un titre au championnat du monde Hartford avec Alex. Je pense que ça a été extraordinaire. La façon dont ça s'est passé, la façon dont on a joué les deux à un très haut niveau en fin de tournoi, en finale contre les Indiens, je pense que c'est très satisfaisant. Et de loin, 99 va rester mon année la plus marquante jusqu'à date. Dans ce temps-là, parlons de cette finale au US Open en double contre Bhupathi et Pes. Finale qui par moments avait des allures de Coupe Davis. Oh, pas parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais parce qu'il n'y avait que des Indiens pour faire la fête. Rappelez-vous, il y avait eu de la pluie à New York. Lara O'Brien, évidemment, compte tenu du fait que c'est la finale, devait jouer sur le central, mais on avait dû bousculer l'horaire alors qu'il y avait deux demi-finales chez les dames également. Sébastien et Alex ont joué un match superbe. Et ce qui a fait la différence dans ce match-là, Yvan, c'est qu'ils ont utilisé la position en I, et ça a complètement déboussolé Pes et Bhupathi, qui ne savaient absolument plus où retourner. Et bizarrement, compte tenu du fait que ces deux-là se quittaient en fin d'année, ils ont joué un de leurs meilleurs matchs à vie ensemble. Ces deux équipes se sont retrouvées au championnat fin de saison. Pes, Bhupathi, 15 titres ensemble. Lara O'Brien, plus de 2 millions de dollars en bourse lors de 51 tournois qu'ils ont joué ensemble. 106 victoires, 45 défaites. Cette année, ils avaient une fiche de 26 triomphes et 10 défaites. 7 titres au total, et ils ont joué un match tout à fait sublime. Qui aurait dit que Lara O'Brien écraserait les numéros 1 au monde? Ils les ont pas seulement battus, et encore une fois, en utilisant la position en I, ça a été une stratégie qui a fonctionné en merveille. Une victoire extraordinairement facile de Lara et O'Brien en 3 petits sets consécutifs. Lara O'Brien, champion du monde en double en 99. Pour Sébastien, en simple cette année. 18 tournois, 13 et 18 fut sa fiche. Quand même une finale à Chicago, donc va terminer l'année parmi les 100 meilleurs au monde. En double, 7 titres. Et les voilà, ces merveilleux titres de Sébastien avec Alex, Daniel Nestor et Justin Gimelstob. On se retrouve maintenant au Madison Square Garden de New York pour le grand party de fin d'année chez les filles, alors que les 16 meilleures joueuses au monde se retrouvent là-bas pour jouer en simple, et les 8 meilleures équipes de double. C'est un tournoi grandiose. C'est un tournoi où Lindsay Davenport, auparavant, malgré des problèmes à nouveau au poignet, avait fait la leçon à Philadelphie à Martina Hingis. Et là, elle l'a retrouvée en finale, et ses frappes se sont avérées beaucoup trop puissante et beaucoup trop profonde. Une Martina Hingis qui lance sa raquette tellement elle est déçue de sa performance. Les filles pensaient qu'elle jouerait un 3-5 de 7. Finalement, on l'avait dit du côté de l'organisation de la WTA que ce serait un 2-3. Lindsay Davenport qui termine l'année en force, même si Hingis a beaucoup d'avance au chapitre des points. 6 000 points contre 4 000 quelques pour Lindsay Davenport. Hingis termine l'année 1, Davenport 2 et les Williams 3 et 4. À Hanovre, du côté des hommes, championnat de fin de saison, Pete Sampras en finale contre Agassi. Rappelons que chez les hommes, on joue un tournoi à la ronde, 2 poules de 4 joueurs. Agassi, Sampras étaient du même côté. Agassi, qui a connu un tournoi à la ronde tout à fait exceptionnel, a remporté ses 3 matchs, tandis que Sampras s'est incliné, s'est fait écraser par André Agassi lors du tournoi à la ronde le mercredi du tournoi. Mais cependant, si Agassi a une meilleure sur Caffel en demi-finale et que Sampras a écrasé Kiefer,
C'est un autre homme que l'on a retrouvé en ronde ultime. C'est un bonhomme super confiant. Les problèmes de dos connaît pas. La confiance est renouvelée. Et comment un joueur peut se retrouver en 4 jours, Yvan, moi, c'est ça que je trouve tout à fait exceptionnel. Il n'a besoin que d'un grand moment, Hélène, pour changer. Alors, comme si en fin d'année, même si Agassi est assuré de terminer numéro 1 au monde, c'est comme si Sampras n'ait placé un doute dans la tête d'Agassi pour l'année prochaine, l'année 2000. Et ça se termine 99. Agassi, Kafelnikov, Sampras et Enqvist. Right to the sun. Right to the sun. Eh bien, un autre millénaire est à nos portes, l'an 2000 maintenant, Hélène. Et on sait que du côté des hommes, il va y avoir un nouveau classement l'année prochaine. Tout le monde va partir à zéro, là. Oui, c'est exact. Ça va ressembler beaucoup à la course en Formule 1, Ligue nationale de hockey. Et finalement, les points de l'année passée, on oublie ça complètement. C'est sûr qu'on va regarder ce qui s'est passé dans ces tournois-là dans les années passées pour essayer de se chercher des têtes de série qui vont avoir du bon sens en bout de ligne. C'est sûr qu'un Pete Sampras va certainement demeurer première tête de série à Wimbledon. Mais le classement, ce sera intéressant parce que les joueurs vont pouvoir accumuler des points. Il n'y a plus de points bonus lorsqu'on bat des grandes têtes de série, des joueurs parmi les 10 meilleurs au monde, les 5 meilleurs au monde, et on pourra engranger des points pendant 18 tournois. Mais chez les dames, maintenant, on n'y va pas de ce nouveau classement, mais je suis convaincu qu'on va mettre de la pression du côté de la WTA et que dans 1 an ou 2 ans, on va y aller de ce genre de classement également. Alors, ça peut retarder l'avènement des deux Williams en première, deuxième au monde, parce qu'on sait que Hingis, en ce moment, a 6 000 points, 2 000 points d'avance presque sur Davenport. Oui, et pour Lindsay Davenport, c'est ce qui sera le plus important, c'est de rester en santé. On sait qu'elle a eu, même en fin d'année, encore une fois, des problèmes au poignet. Et Serena Williams, qui n'a pas participé au tournoi des maîtres, compte tenu du fait qu'elle était blessée. Et ça lui est arrivé souvent, n'a pas joué à Toronto non plus à cause de blessures. Donc, ça promet, mais c'est sûr que Serena et Venus Williams sont en train de cogner à la porte, ça c'est sûr. Et du côté des hommes, quelles sont tes projections? Bien, j'ai bien l'impression qu'André Agassi, c'est un André Agassi renouvelé. Il est en pleine forme physiquement. Je crois qu'il veut tout faire pour bien commencer l'année, pour essayer d'aller chercher le plus de tournois du Grand Chelem possible. Il nous a démontré cette année que c'était lui le numéro 1 au monde et c'est vraiment incroyable toutes les choses qu'il a fait cette année. Son sérieux également, son sérieux à l'entraînement et la concentration et la force de caractère qu'il a démontré tout au long de l'année. Je pense qu'il va continuer de nous impressionner. Pour ce qui est de Pete Sampras, est-ce qu'il va rester en santé? Ça, on ne sait pas. Mais du côté des dames, autant du côté des dames que chez les hommes, il y a des jeunes qui poussent. Le jeune Lapentier a une fin de saison vraiment très impressionnante. Il a gagné à l'intérieur quelques matchs, fort physiquement. Est-ce que Sébastien Larreau pourra finalement faire sa marque en simple? On lui souhaite très certainement. Et chez les dames, il y a des jeunes qui poussent également. Justine Henin, la Belge, ainsi que Kim Clijsters. Donc, beaucoup de belles choses pour les années 2000. Eh bien, c'est le temps des fêtes. On va se revoir l'an prochain. Moi, je voudrais vous dire que c'est toujours un plaisir que vous soyez là. Je voudrais vous souhaiter un beau temps des fêtes et puis la paix chez vous. Oui, la paix, la charité, il ne faut pas oublier également ceux qui souffrent, ceux qui sont un peu plus démunis. Il faut savoir démontrer beaucoup de charité, de la joie, de la paix, de l'amour. Tout ça pour vous dans l'année 2000. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Yvan. On aura d'autres beaux rendez-vous. Allez, bye-bye tout le monde. Joyeuses fêtes et bonne année 2000 à tous les auditeurs de RDS.